Moi, je suis toujours impressionnée de voir ces enfants qui réussissent à se faire comprendre les uns avec les autres sans parler la même langue. Et puis même la parole par les gestes fonctionne très bien, et même à des si jeunes âges. Et ça, moi, je suis impressionnée. Je me dis, ils se débrouillent bien mieux que nous. Alors que nous, on parlait anglais, mais on est peut-être plus timide, on va pas forcément autant vers les autres, ou même ils étaient peut-être même plus timides que nous, les Américains. Dire, oh là, ils sont français, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter? Donc, il fallait réussir à faire ce geste, avancer vers eux et dire, je parle pas super bien, mais on va s'en sortir, quoi. Et eux, les enfants, il n'y avait pas de questions. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. On dit que les voyages forment la jeunesse. Mais pour Cécile Viarouge, mon invitée du jour, ils forgent bien plus encore. Une vision du monde, une manière d'être, une famille unie autour de l'aventure et de la découverte. Originaire de Paris, Cécile a grandi près de Bordeaux, puis a suivi ses envies d'ailleurs avec son amoureux Simon, jusqu'en Chine, en Australie et aujourd'hui aux États-Unis, dans le Wisconsin. Dans cet épisode, Cécile nous raconte comment ses expatriations successives ont façonné sa vie. Elle nous parle de sa rencontre avec Simon, de leur van aménagé à la main, s'il vous plaît, en Australie, de la naissance de leur premier enfant à Shanghai et de cette capacité à toujours s'adapter sans jamais se perdre. Et vous allez voir, Cécile se prend pas du tout au sérieux, on rigole bien. On parle aujourd'hui d'ancrage, de prise de risque, d'enfants qui s'intègrent mieux qu'on ne l'imagine et de l'importance de rester fidèle à soi-même, même quand tout autour de nous change. Une conversation sincère, inspirante et pleine d'enseignements pour quiconque rêve de vivre ailleurs ou simplement de vivre autrement. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go to Wisconsin. Je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans, j'habite dans l'État du Wisconsin avec mon mari Simon et nos 2 enfants, à Pleasant Prairie pour être exact. Donc c'est dans le sud-est du Wisconsin, on est pile entre Milwaukee et Chicago, qui est dans l'Illinois. Super. Écoute, bienvenue Cécile et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à French Expat. Je sais que tu es stressée. Vas-y, prends une grande respiration, ça va bien se passer. Alors, oui. Tu nous as pas tout dit. Ça va aller. Tu nous dis que tu nous parles du Wisconsin. C'est top, mais tu as vécu en plus de la France et des États-Unis dans d'autres pays, notamment en Asie. On va en parler au cours de cet épisode. Je te propose qu'on procède de manière un petit peu chronologique et qu'on reparte un petit peu en arrière. Toi, tu viens de Paris, mais tu n'y es pas resté vraiment très longtemps. Tu as grandi dans le sud-ouest, c'est ça ? Exactement. Je suis née en Garenne-Colombe. J'y suis restée 2 ans et demi peut-être, donc à côté de Paris. Et pour faire court, mon papa est gendarme et donc il a été muté dans le sud-ouest. Voilà, on a vécu une dizaine d'années près de Bordeaux et ensuite on s'est installé après une mutation à Bergerac. Où tout a commencé. Où tout a commencé parce que à l'âge de 17 ans, tu as rencontré un certain Simon, c'est ça ? Exactement, j'ai rencontré aujourd'hui mon mari. Il a mis quand même 10 ans pour me mettre la bague au doigt, faut le dire. Vous étiez jeunes en même temps. Et j'insiste, on était très jeunes et pas du tout dans le truc de vouloir se marier.
même faire une famille, fonder une famille, on n'en parlait vraiment pas. On était à fond dans nous, et puis quelques années plus tard, partir et voyager, parce que c'est vrai que je pense que c'est ce qui nous a liés très vite. C'était le goût du voyage, alors que je ne voyageais pas du tout. Étant petite, mais vraiment pas. J'ai peut-être fait 2 voyages avec mes parents pour cause de moyens, mais et alors que Simon, lui, voyageait quand même chaque année avec ses parents beaucoup, mais moi j'étais, une fanat de voyage. Ah ah! Alors attends, on va y revenir, mais j'aimerais bien revenir, sur, Simon. À l'âge de 17 ans, vous étiez dans la même école depuis, longtemps, mais vous vous connaissiez pas particulièrement. Mais il y a une soirée Ouais. en boîte que j'aimerais bien que tu me racontes. Ah bon? Comment tu es au courant? Mais je sais tout. Alors, en fait, on s'est rencontrés via, un ami en commun qu'on avait, par le rugby. Il était déjà parti en études supérieures alors que j'étais en terminale. Et puis pour l'anniversaire d'un copain, on fêtait, gaiement son anniversaire, d'abord, voilà, tous ensemble, chez lui, et puis ensuite, on a fini, en boîte à Bergerac, au Windsor. Et Simon, lui, ne faisait pas partie de la fête à la base. Il a retrouvé tous ses potes du rugby, en fin de soirée, et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Je peux pas trop rentrer dans des détails, ça reste entre nous. Et aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Vous avez fêté vos 10 ans de mariage, l'année dernière, en 2024. C'est quoi le secret, de votre relation? Est-ce que c'est une relation justement qui s'est bâtie autour des voyages, de la découverte? Alors pas au départ. Au départ, c'est, je sais pas, l'amour, de jeunes adultes, grands ados plutôt peut-être, parce qu'on était quand même super jeunes, et puis, je pense qu'on a fait, face très vite à des circonstances compliquées, tous les 2. J'ai perdu ma maman, j'avais 19 ans, donc ça faisait juste 2 ans qu'on était ensemble. Et au bout de 4 mois de notre relation, on a appris donc que ma maman avait un cancer du sein, et donc en fait, pendant ces 2 années, Simon était là pour, nous accompagner, m'accompagner personnellement, voilà, dans cette situation. Et puis on a fait face comme on a pu, parce que, à 19 ans, me retrouver un petit peu, désemparée, démunie, parce que, je retrouve mon papa seul, une petite sœur de 9 ans à l'époque, sans sa maman, et puis moi aussi, complètement, perdue, parce qu'elle était partie trop vite et trop jeune. Ma mère avait, juste 41 ans quand la maladie l'a emportée. Je deviens déjà tout émue. Je suis pas là pour, pleurer sur mon sort, hein, voilà, je raconte une petite histoire, et Simon était là, et ça n'a pas été facile parce qu'il fallait, que lui trouve sa place, moi aussi, nous tous les 3, et puis on a avancé parce que c'était, et puis c'est toujours un petit peu ce que mon père, aime prôner: il faut avancer. Donc c'est pas facile, pas tout ça a pas tous les jours été facile, pardon, parce que je suis pas comme ça. J'avais besoin de discuter, faire, de la faire vivre par le souvenir, et tout le monde ne fait pas son deuil de cette manière, et heureusement, voilà, j'avais Simon qui était beaucoup à l'écoute, sa famille aussi, ses parents que j'adore, même si j'adore les taquiner. Alors justement, donc il y a un moment, dans votre relation où vous décidez avec Simon, en fait, de tout quitter pour voyager. Tu peux me parler de cette décision? Tu dis que toi, voilà, tu as pas forcément beaucoup voyagé quand tu étais, petite, mais que c'était pas vraiment l'envie qui manquait. Lui, il a plus été exposé, à ça en grandissant. Alors, c'était quoi du coup le projet, et comment est-ce que cette décision a été prise tous les 2? Alors, c'était quand même un petit peu sur un coup de tête, je dirais. Alors, donc Simon a fini ses études. Il avait trouvé un taf, donc dans les environs de Bergerac, qu'il a commencé. Moi, à l'époque, je bossais dans l'animation, j'avais mon BAFD, donc en tant que directrice, tout ça, mais
mes premières amours, ça restait l'animation proprement dite. Et là, au lieu de faire l'animation pour les enfants dans les centres de loisirs, les séjours de vacances, etc., je m'étais lancée dans de l'animation pour adultes. Donc, dans les centres de vacances où les gens viennent passer une semaine, 10 jours, un peu à la Club Med, mais là, c'était vraiment dans le sud-ouest de la France. Et en fait, j'avais plusieurs casquettes en étant guide touristique. Alors, j'y connaissais rien, il fallait vraiment que j'apprenne. C'était du par cœur, mais c'était passionnant par rapport au bled ou la région où je pouvais me trouver. L'animation donc culturelle, et puis le soir, c'était pump it up un petit peu. C'était cool. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés tous les deux, moi entre saisons, c'était le calme plat. Je cherchais aussi quand même un taf plutôt dans l'administratif, tout ça, un petit peu plus plan-plan, mais pour être posés aussi ensemble, parce que quand je faisais des saisons, ça pouvait être compliqué. Et puis, à un moment donné, lui, il en a eu marre du job où il était. Ça se passait pas forcément super bien, donc il s'est dit, si j'arrête, est-ce qu'on partirait pas, quoi. Et en fait, on avait une copine en commun qui était partie en Australie, qui nous avait dit, ah là là, c'est génial, tentez le coup. Elle était partie seule en van, faire le tour et bosser sur place. Et on s'est dit, allez, c'est parti, pourquoi pas nous. Et donc, vous êtes partis en vous disant, on va faire le tour de l'Australie en van. C'est ça, mais on s'est dit, pourquoi on s'arrêterait pas voir un copain qui est en train de travailler, enfin, le meilleur ami de Simon qui est en train de travailler sur Dubaï. Oh, tu peux faire escale. Voilà, une petite escale. Ça revenait moins cher en plus. C'est toujours pareil, plus tu t'arrêtes. Donc on s'est dit, pourquoi pas s'arrêter quelques jours. On a fait 3-4 jours ensemble. Et en plus de ça, on se disait, on a 3 mois, pourquoi pas s'arrêter, se faire le tour de l'Asie du Sud-Est. Donc on s'est fait 4 pays. On a fait la Thaïlande, le Laos, Cambodge et Vietnam en sac à dos. Ouais. Avec notre sac à dos prêt pour l'Australie. Et voilà, on s'est fait ce petit tour-là avant d'atterrir à Sydney, où des amis aussi, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on connaissait quand même pas mal de monde, on connaît pas mal de monde, qui nous ont accueillis pendant 15 jours, peut-être 3 semaines, le temps qu'on puisse finir de préparer le voyage, parce que la réalité de la chose, c'est que quand on arrive en tant que backpackers sur place, les auberges de jeunesse sont chères. C'est un business, quoi. En fait, les backpackers, ils achètent un van pour pouvoir faire le tour, mais ils essaient de le revendre plus cher que ce qu'ils l'ont acheté de base à la fin de leur voyage. Et les prix étaient, donc là, je remonte à 2010, étaient déjà mirobolants, et on se disait, mais c'est pas le but de mettre toutes nos économies pour un 4 roues. Pour faire court, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un utilitaire, petit van, donc complètement vide. On s'est pris une folie, on l'a aménagé nous-mêmes. Voilà, okay. Avec 4 planches de bois. Et c'était énorme. Pardon, je me fais kiffer toute seule à me souvenir, mais c'est vrai parce que je me dis, mais comment, de cette petite vie malgré tout, un peu plan-plan dans notre Bergeracois bordelais, on arrivait à construire dans les Blue Mountains, donc des montagnes pas très loin de Sydney, mais en plus sur une aire, il y a rien, il y a pas d'eau, on n'avait rien, c'est-à-dire que on avait tout balancé dans le van et 4 planches, un marteau, des vis et c'est parti. Il nous a fait un truc sympa. Ouais, c'est presque là que tout a recommencé en fait. C'était une petite renaissance. Quand vous êtes partis, tu le disais, tu avais perdu ta maman pas très longtemps avant. Tu avais pris aussi un rôle important avec ta petite sœur. Tu étais très présente aussi auprès de ta petite sœur, quand ma mère est partie, quand ma mère est décédée, parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'est quand même pas joli comme terme. Mais donc quand elle est partie, j'étais donc en première année de BTS à Bordeaux, on habitait ensemble avec Simon.
Donc ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Ça revenait moins cher pour nos 2 familles qui s'entendaient super bien. D'habiter dans un petit studio, mais alors vraiment le truc, mais bon, pas beaucoup plus grand que le van pour le coup. D'accord. En Australie. Donc C'était prémonitoire. C'était peut-être prémonitoire en effet. D'un commun accord, je suis revenue à la maison parce que le BTS existait à Bergerac, au lycée où j'étais allée en fait. Mais bon, de base, moi, je voulais être avec Simon, quoi. Et nos parents étaient complètement d'accord. Mais voilà, je suis revenue et c'est vrai que ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai fait mes 2 années de BTS, mais je n'ai pas passé l'examen parce que un désintérêt complet. Non, ça n'a pas été facile, la cohabitation avec mon père, alors qu'on s'aime très, très fort. Mais parce qu'il fallait se mettre d'accord. C'était pas facile de le voir seul. On avait dû quitter le logement de fonction. On avait une petite maison au bord de la Dordogne, donc à Bergerac. Ils nous ont, quelques mois après la mort de ma mère, renvoyés en caserne dans un petit appart. Ouais, ça rend les choses plus réelles. Et puis, il faut s'organiser. Et puis de suite, se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ma petite sœur. Enfin, elle commence. Elle est encore petite. Et puis, il faut, la vie va continuer. Et puis après, elle va passer au collège. Et puis plein de choses. Et je me sentais pas une obligation parce que c'est pas le terme, mais je me disais, elle est plus là. J'avais une responsabilité pour elle comme pour lui. Lui, il me disait mais non, et il avait raison. Donc ça a été conflictuel, mais c'était jamais méchant en fait. C'était vraiment toujours, on veut le meilleur pour nous tous, mais moi j'avais envie de parler beaucoup, j'avais envie d'avoir des. On est très tactile avec ma famille et c'est ce qui me manquait. Parce que je pense que c'était la communication que je pouvais avoir avec ma mère, je ne l'avais pas et je l'ai toujours pas avec mon papa. Mon père, ça va, oui, très bien. On se rappelle dans 2 mois. Tout va bien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Mais on n'a pas tous le même langage de l'amour, c'est vrai. Tout à fait. Chacun exprime, mais c'est pas facile quand on n'est pas sur le même mode de communication, en fait, des sentiments, de l'affection. Puis, puisque je ne savais pas à l'époque, et maintenant, c'est vrai qu'en plus, on en parle beaucoup plus. Je suis une hypersensible. Et au début, c'était tu pleures pour rien, il faut avancer, puis c'est comme ça, machin. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'elle est plus là, et ça fait 20 ans que je pleure. Et les gens se disent c'est pas normal. Je ressens les choses telles qu'elles viennent, et maintenant je ne les refuse plus. Et je pense qu'en vieillissant, en plus, bon, je relativise. Tout le monde a. Je ne m'arrête pas au fait que j'ai perdu ma maman, et j'avance et je me crée plein de souvenirs, et puis on est heureux, et puis il y a plein de gens perdent quelqu'un de proche, mais c'est vrai qu'à l'époque j'aurais voulu pouvoir et pas discuter avec une psy, c'était juste pouvoir parler avec les gens que j'aime. Cette situation familiale, en fait, que ce soit le décès de ta maman, que ce soit la relation avec ton papa, avec ta sœur, les responsabilités que tu ressens, ça fait que tu rentres à l'issue de ce voyage que tu fais avec Simon, c'est voyage à la fois très spontané et peut-être un peu libérateur, et tu reviens très changé, en fait. Ah oui, complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est quand même parti en Australie tard. Il s'est passé plusieurs années, et en même temps, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle. Ma sœur faisait de la danse à Bergerac, et en fait, c'était grâce à une danseuse, meneuse de revue. Et en fait, elle avait une troupe itinérante. Et un jour, j'ai demandé, est-ce que je pourrais venir danser? Et puis ça s'était plutôt bien passé, et elle m'a proposé de faire partie de cette troupe. Et donc, j'en ai appris sur le tas. Et donc, tous les week-ends, on partait. Et là, ce rêve de petite fille de pouvoir voyager partout, sans quitter la France, se réalisait un petit peu. C'était génial. On allait dans des endroits super. On dansait dans des casinos pour des fêtes de village, c'était petit niveau, mais c'était top. Et là, ça a commencé vraiment à faire travailler, à me faire réfléchir, à me dire, purée, j'ai envie qu'on fasse quelque chose d'autre.
On voyageait, on partait chaque année avec Simon pendant 3 semaines, 1 mois, en vadrouille. Avance rapide, donc vous partez sur ce voyage, Asie du Sud-Est et Australie. Donc vous revenez pour quelques mois en France et vous revenez en fait dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que ça a changé en fait chez vous, cette première aventure un peu prolongée, j'ai envie de dire? Déjà, l'envie de repartir. Voilà, ça c'était clair et net dans nos idées. En rentrant, vous savez tout de suite que vous voulez repartir? Ouais, on veut repartir. Pour Simon, c'était... Moi, je serais restée un petit peu plus longtemps en Australie. Lui, il s'est dit non, on a fini de faire notre tour. On avait annoncé qu'on faisait le tour et qu'on rentrait. Donc déjà, on devait le faire en 1 an. On l'a fait en 18 mois. En fait, au bout d'1 an, sans rien dire, on a fait notre stop à Bali de 10 jours. On est revenu faire une petite surprise pour la famille. On est rentré, Génial. Personne ne le savait. D'accord. À part ma belle-mère, l'épouse de mon papa. C'est hyper compliqué. J'ai 2 belles-mères. Je fais comment pour les nommer? Et si je cite le mot marâtre, elle va m'en vouloir. Alors je ne peux pas. C'est un petit clin d'œil. Mais non, donc on la met dans la confidence. Elle vient nous récupérer au train de Bergerac. Et là, grande surprise, mon père, ma sœur, les parents de Simon. Un des meilleurs moments de ma vie, je crois. C'est vrai, les retrouvailles. Ouais, parce que mon père m'a pris dans ses bras et là, je me suis rendu compte que je lui avais manqué. Donc c'était cool. Et puis en plus de ça, je faisais la rencontre de mon demi-frère. D'accord. Et ça, voilà. Mon demi-frère qui a 25 ans de moins que moi. On est rentré donc pour faire cette surprise. On y est resté quelques semaines. On est reparti pour finir notre tour. Et puis, quand on est rentré, ma famille avait déménagé en Martinique pour le travail de mon père et de sa femme, qui sont tous les deux donc en gendarmerie. Et donc, on est passé par la Martinique. Et ensuite, on est rentré. Donc, moi, dans l'optique, j'avais déjà, en remettant un pied sur le sol français, j'avais déjà un boulot qui m'attendait. Donc, dans l'animation touristique sur le Bergeracois. Alors que Simon, lui, tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait un match de rugby le samedi d'après. Bon, lui, il s'est dit, je vais chercher quelque chose, mais si ça te va... Je cherche en tant que ingénieur, mais pourquoi pas en VIE, ce qui peut nous permettre de repartir. Donc, moi, je lui dis, banco, fais tes recherches et puis moi, je m'adapterai en fonction de là où on va. Je suis prête à faire n'importe quoi. Donc toi, en fait, à ce moment-là, dans ton état d'esprit, tu es prête à repartir à peu près peu importe où, du moment où vous êtes tous les deux. Exactement. Ouais, moi, je suis. J'irai où tu iras. Pardon. Et donc, du coup, il commence à postuler. Il trouve un VIE à Shanghai. Vous partez à Shanghai. Tu connais la Chine, toi, à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous préparez? Là aussi, j'ai l'impression que vous aimez bien quand même bouger sans y passer 15 ans à vous poser des questions. Vous vous mettez en mouvement assez rapidement? Oui, complètement. Donc, Simon trouve ce boulot. Donc, il a un entretien, et puis malgré tout, la condition, c'est mais est-ce que je peux emmener ma copine, quoi? Et eux, je pense que réellement, ils cherchaient quelqu'un justement qui était accompagné à ne pas partir seul, parce que la Chine, c'est autre chose. C'est rien à voir avec... Nous, on s'était dit, on a fait l'Asie du Sud-Est, la Chine, fingers in the nose, ça va super bien se passer, et en fait... Eh bien, on s'est accroché parce que, donc, comme tu dis, on est parti très très vite en fait. En l'histoire de quelques mois, il a été formé donc la maison mère, je dirais, de sa boîte qui est toujours la même boîte aujourd'hui. Donc avec sa boîte ECM basée à Grenoble, il est pas obligé, mais il doit
suivre donc une petite formation. Et donc, il fait une formation sur Grenoble, puis en Italie pendant quelques semaines. Et en fait, moi, pendant ce temps-là, je finis ma mi-saison, où j'annonce que voilà, on va partir. On avait une date, donc je dis je vais partir. Et puis, je veux en profiter aussi pour aller voir quand même ma famille qui est en Martinique. Pendant toute cette période-là, nos préparatifs en moins de 3 mois, je pense. Hein. Donc, ça a été quand même très rapide. On est parti avec 2 valises, mais 2 sacs à dos. Hein. Donc, vraiment, on a fait les plâtres sur place parce qu'ils nous ont dit on vous paie un hôtel et puis après, vous vous débrouillez. Mais avant, donc, parce que même de faire la recherche en amont, c'était juste impossible parce que on nous avait prévenu, il vaut mieux le faire sur place par rapport à la barrière de la langue, par rapport à ce que vous recherchez. Ou on ne savait pas exactement où Simon allait travailler, comment ça allait se passer. Donc, on n'avait vraiment aucune info. Et puis, pour faciliter le truc, on est parti. On n'est pas parti tout seul parce qu'en fait, j'étais enceinte de 3 mois. Donc du coup, tu arrives à Shanghai enceinte de 3 mois. Je sais que votre arrivée en Chine a été particulièrement déroutante. Est-ce que tu te souviens justement, je sais pas, d'anecdotes, de tes premiers ressentis ? Ah oui, dès l'arrivée, tout est écrit en chinois. Il y a quand même quelques indications en anglais, mais on devait retrouver un chauffeur. On devait retrouver un chauffeur de l'entreprise, mais en fait, on n'était pas au courant de cette info. Et donc, nous, on avait l'info d'un copain. Alors, je ne sais plus d'où on a ce contact, mais il nous avait dit « on vient vous chercher ». Donc, je pense que c'est un contact des amis, des parents de Simon. Donc là, ça part loin. Et il nous avait dit « je viendrai vous chercher ». Donc, on avait son numéro de téléphone. On lui dit « on atterrit, pas de souci ». Et il nous dit « ok, je vous attends ». Et quand on est à récupérer nos valises, on voit une pancarte. On se dit « le mec, peut-être qu'il parle pas très bien français. » Enfin, on le connaît pas. On voit la pancarte, on le suit, on part avec lui. Manque de peau, ce n'était pas lui. C'était ce chauffeur. C'était le chauffeur de la boîte qui avait été envoyé, on ne le savait même pas. D'accord. Et là, pour lui parler et pour lui dire de faire demi-tour, il y a quelqu'un qui nous attend à l'aéroport depuis tout à l'heure. On n'a pas osé lui dire à Arthur. On n'a pas osé lui dire qu'on était parti de l'aéroport. On lui a dit que... on attendait toujours les bagages, alors que tout le monde était sorti. Ah ouais. Et on n'arrivait pas à faire demi-tour et on n'arrivait pas à se faire comprendre dans le taxi parce que le chauffeur ne parlait pas un mot d'anglais. Il ne parlait rien de ce qu'on pouvait... Et donc là, on s'est dit, ça va être une catastrophe. Il faut qu'on prenne des cours tout de suite parce que rien que de lui dire « stop », qui pour moi est un mot international, il ne le comprenait pas. Universel. Donc, les signes dans tous les sens, les mains. Bref, on a quand même réussi à retrouver Arthur je ne sais combien de temps après, qui nous a amenés à l'hôtel qu'on avait réservé. On a passé 2 jours avec lui, super. Mais voilà, je m'en voudrais toujours de l'attente qu'il a dû vivre à cause de nous parce que... Et alors, justement, tu parles de la barrière de la langue. Tu as essayé justement d'apprendre le chinois ou le mandarin une fois sur place ? On parle quoi à Shanghai ? Mandarin. On a appris le mandarin. Ça allait très vite. Au bout d'une semaine, après, on avait commencé les cours. Alors, Simon a été meilleur que moi, mais pendant tout notre séjour en Chine, qui a duré donc 7 ans, parce qu'on est resté 7 ans là-bas, parce que moi, j'ai été enceinte la moitié du temps. Enfin, la moitié du temps, non, parce que c'est que 9 mois une grossesse. Mais avec, après, des bébés en bas âge, tout ça, le chinois, je me débrouille, je le parle bien. Je le parle pas bien, non. Je ne peux pas dire que je le parle bien, surtout aujourd'hui, parce que ça commence à faire un moment. Mais Simon, lui, se débrouille, même encore aujourd'hui, bien, et il sait le lire. Et ça, moi, c'est ce qui m'épate le plus, parce qu'alors... The pregnancy brain de l'époque m'a empêché d'apprendre à lire, ça c'est sûr. J'étais ailleurs. Mais par contre, on se débrouillait bien pour moi, personnellement, je n'avais besoin que de la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Donc, au resto, je gérais, il n'y avait pas de souci. Les taxis, je savais faire.
Puis à un moment donné, en taxi, on s'en servait plus trop parce que je crois que c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Le tuk-tuk. Le tuk-tuk bleu. J'emmenais les enfants avec à l'école. Je faisais tout avec mon tuk-tuk. Je trouvais toujours une excuse pour prendre mon tuk-tuk. Alors, définis-nous ce que c'est quoi un tuk-tuk. Un tuk-tuk, c'est une boîte avec 3 roues. Est-ce que je peux appeler ça? Tu vois, une boîte de conserve avec 3 roues. Tu vas avoir les tuk-tuk ou les... Alors, en chinois, on dit les san-luche. Donc, san, c'est pour 3. Et je voudrais pas dire n'importe quoi pour luche. Est-ce que c'est 3 roues? Simplement, je pourrais vérifier, d'ailleurs. Je ne sais pas, je peux pas t'aider. À la différence d'un rickshaw, je pense, comme on peut voir en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, qui sont plutôt ouverts. Là, c'était vraiment, mais on a l'impression vraiment d'être dans une mini voiture. J'avais comme les motos, un guidon, comme les vélos, et puis j'avais 4 places à l'arrière, face à face. Donc bon, c'était parfait pour les enfants. C'était plus souvent moi qui conduisait. D'ailleurs, ce n'était que moi qui conduisais. Simon était à l'arrière avec les enfants. Ok. Je trouvais toutes les excuses possibles pour prendre mon tuk-tuk, pour quoi que ce soit. Alors que je pouvais y aller à pied ou à vélo, non, je prenais mon tuk-tuk qui se rechargeait, donc électrique. Et puis, ça a été un gros pincement au cœur de le vendre au moment de partir. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Bah, c'était autre chose. Et puis la famille, les amis qui sont venus nous rendre visite. En fait, même avec du recul, je me dis que j'étais un danger public avec. Il n'y avait pas de règles sur la route. C'est vrai. Et ils me disaient, mais t'as le droit de faire ça? Bah, je sais pas, je fais comme les autres, je les suivais, et ça montait sur les trottoirs. C'est terrible ce que je dis, mais ouais, c'est vrai. Je klaxonnais à fond, mais à fond. Et ce que je ne peux plus faire aujourd'hui aux États-Unis. Mais pour ceux qui connaissent un peu la Chine, ils ne seraient pas étonnés de savoir que ouais, c'est normal. Si tu klaxonnes pas, c'est presque qu'il y a un problème. Donc, tu as l'apprentissage de la langue, de la conduite, c'est un autre mode de vie. Toi, tu arrives enceinte aussi. J'imagine que une de tes premières priorités, c'est aussi de trouver quelqu'un qui va pouvoir te prendre en charge. Vu que tu as la barrière de la langue, Exactement. tu t'y prends comment du coup? Tu cherches quoi? Alors, on cherche un hôpital à l'international, ou du moins avec au moins un médecin qui va pouvoir parler anglais. Donc, on a testé 2 hôpitaux. Je ne sais pas si je peux raconter cette anecdote. Si, mais bon, je pense que je vais en perdre plus d'un. Donc, on a fait d'abord un hôpital chinois avec l'espace, ou du moins l'étage VIP. Ils appelaient ça pour l'étage plus international, avec normalement des médecins et une équipe médicale qui parle anglais. Parce que malgré tout, on apprend le chinois, mais bon, on n'est pas bilingue en 6 mois, loin de là. Et parce que c'est un apprentissage, je pense, mais pour des années et des années, le chinois. Et là... en quelques mois, le stress, l'appréhension de ne pas savoir. Malgré tout, c'est notre premier enfant. J'ai envie d'être dans un endroit où je me sens bien, pas trop loin de là où on vit. Donc, cet hôpital pourrait correspondre. Donc, on a un rendez-vous, on y va. Et là, je sens que dès les premières minutes, j'essaie de pas trop le montrer à Simon, mais je le sens pas. Je le sens pas parce que déjà, on me demande de m'ausculter, ok. Donc Simon n'a pas le droit de rester dans la pièce. Ah ouais? On ne te prévient pas de certains gestes qui vont être faits. Et bon, ça reste quand même à moi, c'est mon corps. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. Alors là, je me suis dit, bon, peut-être que à ce moment-là, ça parle pas trop anglais, tant pis, c'est pas grave. Mais surtout, je pense que... Donc c'était je pourrais plus, je suis très mauvaise pour ça, me souvenir le nombre de mois. Je commençais quand même à avoir un bon petit bidon. Donc, pour la petite parenthèse, j'étais rentrée en France entre-temps, parce que bon, il y avait des histoires de visa, tout ça. Il fallait qu'on soit mariés, ce qu'on n'était pas, pour pouvoir rester. On avait fait faire des papiers de concubinage à l'époque, et quand on est arrivé, les règles ont changé. Et en fait, si je voulais rester sur le territoire chinois, il fallait que je sois mariée à Simon. D'accord. Donc, on était fiancés. On s'était fiancés. Enfin, il s'était décidé.
Mais si je voulais rester, il fallait qu'on se marie. Donc, Ok. on avait décidé de se marier sur place, Ok. mais ça passait les 3 mois de tourisme auxquels j'avais droit. Donc, j'avais fait un aller-retour en France. D'accord. Et pendant cet aller-retour en France, donc je devais être Ouais, j'étais enceinte de 4-5 mois. Ok. J'en profite pour aller voir un gynéco Sur place, ouais, quoi. sur place. Et pour être sûre que tout allait bien, voilà, donc j'avais eu rendez-vous. Et donc pendant ce rendez-vous, on demande quel est le sexe, parce que normalement, on avait le droit de le savoir, et on se Ouais. dit on est à l'étage VIP, l'étage international. Ah ben non, rien à faire. Ils ne voulaient pas nous dire si c'était une fille ou un garçon. Ah ouais, comment ça Donc se là, on fait? s'est vraiment retrouvés dans la... C'est fou. Il y avait toujours cette politique le problème là-bas, c'est que la politique de l'enfant unique, et puis on préfère avoir un garçon plutôt qu'une fille. Ah ouais, d'accord. Ouais, et c'était encore quand même vachement dans les mœurs, alors que normalement, ce n'est plus le cas. Et donc, ils n'ont rien voulu nous dire. Bon, j'ai dit, bon, très bien. Et il y a eu 2 choses qui ont fait que là, j'étais en larmes, parce que je ne pouvais plus me contenir. Je disais à Simon, mais on ne reste pas ici. Puis on savait qu'il y avait un coup, parce que lui, il était donc parti en VIE. C'était son VIE, donc au niveau de la couverture, c'est pas moi qui bosse, hein, donc il fallait quand même prendre en compte. Et on savait que ça allait pas être gratuit, un accouchement en Chine. Et je lui disais: «Non, pas ici», parce que c'est sûr, hein, quand on voit les devis, c'est vraiment comme si, on allait acheter une machine à laver. On te fait vraiment un devis pour te dire combien l'accouchement va te coûter. Je disais: «Non, mais pas ici, tant pis, il faut payer plus». Pourquoi? Parce qu'on me tend un tube à essai pour, faire mes analyses d'urine. Donc, je te laisse imaginer le truc, allez, il faisait peut-être 6 centimètres sur, Ah, 1 faut viser, quoi. centimètre et demi de circonférence. Alors je vais dire que j'ai super bien visé, hein, voilà, non, je me suis surtout super bien lavé les mains après, hein, Ouais. pendant longtemps. Donc je sors en larmes avec mon tube à essai dans les mains. Non, mais vraiment, que je tends à l'infirmière. Simon qui me regarde, non, ça va pas. Ça Ouais. va pas Ah la du vache. tout. Et puis en finissant, ils me tendent un paquet, de poudre blanche. Juste un paquet, comme ça, ils me le tendent et puis merci, au revoir. Et c'est quoi, Papy? C'est quoi? Mais justement, je te le demande. Sur le coup, je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Je découvre, et puis, en rentrant, je commence à à téléphoner à ma belle-maman, la mère de Simon. Je sais pas, à chercher sur internet, et puis, en regardant, par mois, qu'est-ce qu'il fallait faire, et cetera. Et il y avait ce test, pour le glucose, tout ça. Donc en Ah, fait, de diabète? le diabète, exactement. Donc il fallait que je prenne, mais on l'a su que D'accord. plus tard, mais on n'y est jamais revenu dans cet hôpital, donc je n'ai pas utilisé cette poudre. Je l'ai su, et j'ai eu la confirmation dans le 2e hôpital, et celui qu'on a choisi, ensuite, qu'il fallait, avant le prochain rendez-vous, boire cette concoction de poudre blanche dans un grand verre d'eau pour, voir la réaction de l'enfant, et le mien, et cetera. Enfin, voilà, moi je suis pas j'y connais rien, donc OK. Et puis bon, une fois qu'on a été dans ce 2e hôpital, on est allé à l'hôpital américain de Shanghai, où là, ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur un médecin qui a bien voulu nous annoncer le sexe de l'enfant, donc une fille, qui a bien, voulu m'expliquer tout et pour tout, et même en français, donc c'était beaucoup d'anglais parce qu'il parlait un petit peu de français. Royal. Donc ça, c'est vrai que c'était pratique. Par contre, oui, au niveau du coup, c'était un petit peu la différence par rapport à l'autre, mais j'ai par contre Tout se accouché. paye. Exactement, j'ai accouché dans de super conditions. Non, vraiment, c'était différent. C'était des conditions différentes, mais c'était sympa. C'était beaucoup plus rassurant que dans le premier, ça c'est sûr. Et toutes les explications étaient là. Gros soulagement. Et alors, donc du coup, tu deviens en fait maman au cours de vos 7 ans en Chine de 2 enfants. Tu en as un 2e qui arrive quand vous vous installez à Pékin. Comment est-ce que tu concilies ton rôle de maman avec ton propre besoin d'évasion, d'indépendance? Comment est-ce que ça se passe en Chine? Il y a dans la tradition, ce que tu me disais en amont un peu de cet épisode, vous avez la chance aussi d'être un peu accompagnée au quotidien? Oui, alors on avait une AI, donc une aide,
Alors c'est hyper difficile de lui coller une étiquette parce que c'est vraiment une employée qui vient t'aider. Tu décides des heures, elle te propose, elle te dit moi je peux faire à manger, je peux m'occuper des enfants, je peux faire ton linge, je peux nettoyer ta maison, je peux faire tes courses. Oula, non mais moi je travaille pas, je suis à la maison, j'ai juste besoin d'une d'une petite aide, surtout pour pouvoir me libérer 2 heures pour partir, faire un peu de sport ou retrouver des copines. Moi je travaille pas, hein, donc je j'ai pas de visa de travail du tout. Je suis, en visa, par rapport au visa de Simon, lui, qui est embauché. Et puis bon, c'était même pas, par rapport aux enfants, maintenant, en tout petit, pour moi, c'était même pas question d'aller travailler. On pouvait se permettre, que maman reste à la maison. Et donc, on avait Aïe qui venait, pour notre part 2 fois par semaine et notamment pour nous faire des bons petits plats chinois, pour garder les enfants et en particulier le soir où on a vécu notre meilleure vie, où on allait, au resto, retrouver les copains, on faisait notre petite, vie, chinoise, notre nightlife, donc en particulier à Pékin, parce que pour le coup, on y est resté 5 ans, alors que Shanghai, c'était que pendant la durée de son VIE. Et ensuite, il est parti à la maison mère donc de Chine, au bureau, et voilà. Donc, ouais, une expérience. Elle me manque aussi, hein. Je parle de mon tuk-tuk, mais c'est vrai que par rapport à ici, elle nous ferait bien plaisir. C'était facile. Et puis surtout, c'est au niveau, on lui payait mais des clopinettes. C'était peut-être 3 € de l'heure. Donc, je pouvais comprendre des copines qui employaient une AI jour et nuit. Moi, ce n'était pas du tout mon optique parce que, déjà, avoir quelqu'un chez moi que je ne connais pas, ou si j'ai envie de me balader tranquille ou de me lever à l'heure que je veux, voilà, c'était pas du tout le but. Par contre, pour les enfants, par rapport aux Chinois, c'était l'idéal, même par rapport à moi, parce qu'on ne parlait que chinois et j'ai appris plein de choses. Elle m'a appris à faire des recettes. Ouais, oui, je l'employais, mais elle faisait partie de la famille 2 fois par semaine, peut-être 3 fois à la fin, parce qu'on voulait profiter un petit peu plus aussi encore, hein, parce qu'on savait qu'on allait partir. Et puis, je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Du coup, vous passez donc 7 années, vous arrivez à 2, vous repartez à 4 depuis la Chine, une expérience fédératrice aussi de votre noyau familial, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, tu nous le disais, tu nous parles depuis le pays du fromage aux États-Unis, depuis le Wisconsin. Avant que tu nous racontes comment tu es arrivé aux États-Unis et que tu nous parles un peu justement de ces dernières années, je te propose une petite séance de Fire Question sur le Wisconsin, la Chine et la vie à l'étranger pour essayer de mieux te connaître. Donc tu réponds sans trop réfléchir. Le premier truc qui te vient à l'esprit: fromage du Wisconsin ou dumpling chinois? Dumpling chinois. Température glaciale ou été humide? Été humide. En même temps, vous avez aussi l'humidité dans le Wisconsin. Ouais, complètement. Hein, c'est pour ça que ça marche pour les deux. Ouais. Boire une Tsingtao, qui est donc une bière chinoise, ou une bière artisanale du Midwest? La bière artisanale. Conduire un gros pick-up pour rouler en tuk-tuk. Bon, tu nous as un peu donné je roule une en idée. tuk-tuk jour et nuit, si tu veux. Ouais. Pour la vie. Pour la vie. Karaoké en chinois ou tailgate party avant un match de foot américain? Le karaoké. C'est vrai, il y a vraiment une culture du karaoké. Complètement, je suis une grosse fan. C'est pas un cliché? Non, je suis vraiment une grande fan. C'est terrible. Il paraît que tu peux te booker des petites pièces en fait à l'heure où tu vas faire ton karaoké, mais de jour comme de nuit, quoi. Mais tu peux commencer à 9h du mat. C'est à Ouvre à 9h du mat, il n'y a aucun problème. Nous, on en a fait plusieurs avec Simon et à chaque fois, on couche les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que nous dans la salle.
Et puis tu peux demander à la garder plus longtemps. Tu sais, c'est comme si tu rajoutes un peu d'argent et tout. Et on s'est fait des soirées. À la fin, on y restait. Et on savait qu'on avait Aïe qui était donc à la maison avec les enfants qui dormaient. On était à 10 minutes en tuk-tuk, même pas, même à pied, à vélo. Non, la nuit, on prenait pas le tuk-tuk. On y allait avec les espèces de Vélib. C'était la grande époque à l'époque où il y en avait presque beaucoup trop. Et on partait comme ça. Et voilà. C'était un peu alcoolisé aussi, j'avoue. Donc, on en profitait. On était quand même très prudents. Mais on fermait les portes du karaoké. Ouais, vous pliez tout le monde, quoi. Dîner à 17h, comme au Wisconsin ou aux États-Unis, ou manger des nouilles à minuit. Manger des nouilles à minuit. C'est terrible. T'as pas du tout adopté le style de vie américain encore. Pas du tout. On a encore beaucoup de mal. Ça va faire 6 ans qu'on est ici. Ah ouais. Ouais. Et pourtant, on se lève très très tôt. Parce que Adam commence l'école à 7h19 le matin, pour être exact. Donc, il a son bus à 7h19. Ouais, 7h19. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Ils ont choisi cet horaire. Donc, il est dans le bus entre 7h et 7h05 le matin, parce qu'il adore prendre le bus. On est à 3 minutes de l'école, mais il adore le prendre. Donc, on se lève... je me lève super tôt, parce que j'aime bien avoir un moment pour moi, toute seule. Et donc, on n'arrive pas à manger tôt pour autant. Donc... D'accord. Moi, j'avoue que tu vois, au bout de 17 ans, j'ai plié mais j'en suis loin. Je mange à l'américaine. 17 ans, attends, tu m'étonnes. Ouais, non, 17h30, 18h, j'avoue qu'on dîne et c'est... Et je m'en suis longtemps moquée, mais comme quoi. Si on reste sur la bouffe, parce qu'on est français quand même, essayez un plat inconnu en street food ou rester safe avec un bon burger. Ah, moi, j'essaie tout et n'importe quoi. Aucun problème. Qu'est-ce que tu as mangé de plus fou Alors, ils font des brochettes grillées. Ça se voit beaucoup, en plus, dans les documentaires, un petit peu partout. Tu peux avoir des migales, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a vu des scolopendres, tout ça. Alors ça, moi, j'étais enceinte à chaque fois que... Des scolopendres, c'est quoi ? Les scolopendres, c'est des sortes de gros vers, mais avec des poils dessus, et ça pique. Moi, les seules fois où j'en ai vu des vivants, c'est en Martinique, justement, où si ça pique, tu peux être bien malade. Tu tombes bien malade. Mais tu peux les manger. Du moins, on les a vus en Chine. J'ai déjà mangé de la spider, grillé, les pattes, du moins. C'est très croustillant. Après, c'est vrai que j'ai peu de réticence à manger. Pour ça, je suis très française. C'est-à-dire que j'adore les escargots, j'adore la langue de bœuf. Voilà, je mangerais bien des abats aussi. Ouais, j'ai goût particulier, je pense. Ouais. Et en Chine, t'es aventureuse. Et en Chine, mais ils faisaient des escargots épicés, mais super bons. Et j'ai jamais été malade. Donc après. Ouais, donc il faut vivre un peu dangereusement. Vivre sans fromage ou vivre sans riz ? On est peut-être sur un gros cliché. Je suis jamais allée en Chine et je m'excuse si c'est le cas. Non, parce qu'ils ont du riz à tous les repas, ça c'est sûr. Par contre, non, je vivrais pas sans fromage. Tu m'aurais dit sans nouilles, j'aurais eu beaucoup de mal à choisir. Par contre, parce que d'accord. Ouais, j'ai des petites origines italiennes. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais oui, elles sont là. Et donc, que ce soit des pâtes italiennes ou des nouilles chinoises, je pense qu'on ne pourra pas me les enlever de... Ouais. Est-ce que tu célèbres Thanksgiving, si tu devais choisir, ou le Nouvel An chinois qui vient de passer le Nouvel An chinois qu'on a fêté. Ouais. Alors, comment tu le fais ? Alors, ça va être très rapide. C'est très simplement, on fait nos petits dumplings. Alors cette année, on était en manque de temps. Je n'ai pas fait la pâte. Voilà, c'est pas grave, ça reste un peu triché, mais c'était tout aussi bon. Par contre, voilà, la farce, on fait plein de farces différentes. Les enfants, ils adorent mettre les épices, etc. Et puis après, on se les forme comme on peut. On n'est pas des pros. D'ailleurs, celle qui s'en est le mieux sortie, c'est notre fille. Et puis après, on les fait de manière différente. Tu peux les faire donc poêlés, tu peux les faire à la vapeur. Parce que j'avais ramené la boîte vapeur exprès. Et puis sinon, à l'eau bouillante, ce qui est le plus pratique, le plus facile et puis très goûteux. Et après, accompagné de la petite sauce, donc sauce soja et un peu de vinaigre.
Tu rajoutes quelques gouttes de vinaigre pour... Écoute, tu me donnes faim. Il est 10h du Ouais. matin, mais Et moi aussi. j'ai pas pris mon Ça petit déj gargouille. et ça donne faim. Tu habites, tu nous le disais, entre Milwaukee et Chicago aujourd'hui. Au départ de Chicago, il y a la mythique route 66 qui traverse les États-Unis jusqu'à Los Angeles. Est-ce que tu serais plutôt tendance road trip, route 66 ou je sais pas, traverser la Chine en train? J'arrive pas à parler. Chine en train, c'est pas Aïe, 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 aïe. Alors, j'adore les road trips. On en a fait justement plusieurs ici. On aime beaucoup. On a fait énormément de voyages en Chine, quelques-uns par le train. Ils ont un système de train qui est quand même fantastique, super propre, Ah ouais, d'accord. super rapide, toujours à l'heure, il n'y a aucun problème. Alors que dans d'autres pays... Mieux que le système américain qui s'arrête dans à peu près toutes les gares, même quand il n'y a pas de gare, on s'arrête. Ouais. Et puis même, moi, je pensais à la France quand même. Puis, c'est quand même galère. Et par rapport à la taille du pays, tu te dis, mais en Chine, ils gèrent. C'est difficile ce que tu me demandes parce qu'on a fait un voyage en train au départ de Pékin. En fait, on a fait le transmandchourien, une annexe du transsibérien. Excellent, ok. J'ai jamais entendu parler. Tout le monde connaît. En fait, c'est parce que t'as le transmongolien. Enfin, t'as plusieurs lignes entre Moscou et Pékin. Et en fait, ça dépend par où tu passes et par quel pays tu passes. Donc, nous, on n'était pas passé par la Mongolie parce qu'il fallait faire des papiers. Donc, on a fait que Chine et on a traversé à l'époque la border, la frontière. Donc, Chine-Russie. Et puis ensuite, on avait... récupéré. D'accord. On avait fait ce voyage-là. C'était en fait notre voyage de noces. On n'avait pas choisi quelque chose de super, tu vois, hyper romantique parce qu'on dormait quand même en couchette. C'était cool. Ouais, donc, mais j'adore les road trips quand même. Tu peux prendre encore plus de temps, quoi. Donc, c'est. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a cette liberté-là. Encore plus à ton rythme, à toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes petites fire questions? Il m'en reste 2, voire 3. J'adore. Manger avec des baguettes à vie ou avec les doigts pour la vie? Baguette. Ouais. Ok. Est-ce que t'es pas vexée d'ailleurs quand t'arrives dans un resto asiatique et qu'on te demande pas et ça m'arrive des fois et qu'on m'amène une fourchette? C'est ça, on te tend une fourchette. Ça, où sont les baguettes? Non, mais on est des vrais ou on l'est pas. Hein. Là, ça c'est clair. Ouais, c'est un peu vexant. Hein, dire, toi, t'y connais rien, tiens. C'est ça. Bon, et puis alors pour terminer, ça a été quoi ton plus gros choc culturel que tu as vécu, que ce soit en Asie, en Océanie, aux États-Unis? Je sais pas, si tu devais choisir une petite anecdote à nous partager. J'en ai une. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais celle-ci me vient. Ça faisait quelques mois qu'on était arrivé en Chine. J'étais enceinte donc de 6 mois, donc ça faisait 3-4 mois qu'on était là. On avait eu la visite de ma belle-mère, donc la mère de Simon, de Brigitte. Elle était venue nous rendre visite pendant la grossesse parce qu'elle était mon témoin de mariage, vu qu'on devait donc se marier d'abord pour les papiers, pour pouvoir pour que je puisse accoucher et vivre en Chine tranquillement. Et donc on l'avait emmenée depuis Shanghai, et on avait pris le train justement, on était allé à Pékin passer quelques jours. Et donc on est allé sur la Grande Muraille, on a fait plein de visites, c'était super. Mais nous aussi, c'était là où on avait pris le temps réellement de visiter Pékin. On est allé dans un quartier traditionnel fait de routongs. Des routongs, ce sont des maisons traditionnelles chinoises. Et en fait, on était allé trouver un petit resto là-bas. À un moment donné, je dis, j'ai besoin, je suis enceinte de presque 6 mois, j'ai besoin de faire pipi. Voilà. Et je leur demande, et ils m'ont dit, oui, vous sortez. Donc, il n'y avait pas de toilettes au sein du restaurant. C'était vraiment tout petit, un petit boui-boui. Vraiment, ça peut payer pas de mine, mais c'est souvent là où c'est la meilleure nourriture qui est servie. C'est la meilleure. Et tout à fait. Et surtout s'il y a du monde. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Voilà. S'il y a du monde, ça veut dire que c'est bon. On peut y aller les yeux fermés. Donc, je leur demande, ils m'ont dit, vous sortez, vous prenez la petite ruelle et vous trouverez les toilettes publiques.
En fait, c'est les toilettes du quartier. C'est-à-dire que c'est pour tous les habitants. Ah, d'accord. Donc, il y avait une... C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas de toilettes chez eux dans ce coin-là? Eh bien, parce que c'est des vieux... C'est très ancien. Il n'y avait pas de toilettes. Alors après, je pense maintenant, avec les travaux, les arrivées d'eau et tout se fait. Mais là, vraiment, c'était à l'ancienne, quoi. On était vraiment dans le partie ancienne des Routongues. Et donc, je vais pour aller aux toilettes. Ma belle-mère m'accompagne, et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Et donc, on arrive donc à l'entrée de ces toilettes, et là, on se rend compte que bon, ce sont des toilettes à la turque. Ça, on le savait, on n'est pas surpris parce qu'on l'avait déjà. Voilà, on n'était pas surpris, on l'avait déjà vu, on l'a vu en Asie. Voilà, bon, ok. Bon, je suis quand même enceinte de 6 mois, donc le ventre, il faut être quand même assez forte sur les appuis. Quand on arrive à l'entrée, on ne voit pas de porte. Okay. Pas de porte. C'est-à-dire qu'on fait comment Là, par contre, je me suis dit, mais ce n'est pas, il y a une erreur, ils sont en travaux. Comment on fait Et non, là, on voit un peu plus loin une dame sortir des toilettes sans porte, se laver les mains et repartir. Et c'est marrant parce qu'en plus, alors c'est certainement un cliché parce qu'à nouveau, je le dis, je connais pas l'Asie, j'y ai jamais vécu, mais ce qu'on nous dit, c'est que les personnes asiatiques, et après asiatiques, ça veut tout et rien dire parce que c'est tellement grand, mais sont assez pudiques. En fait, du coup, tu t'attendrais pas qu'il n'y ait pas de porte. Mais oui, et en plus de ça, moi je me suis dit, c'est pas possible. L'intimité. En plus, c'est des toilettes turques. Je suis enceinte. Comment je fais? Ah oui. Parce que c'est bête, mais je ne suis pas d'une souplesse fantastique, malgré tout. Moi, je me dis toujours, si je me sens me balancer ou perdre mon équilibre, je peux toujours m'accrocher à la porte ou à la poignée de devant. Mais pas du tout. Mais là, pas du tout. Donc là, on essaie de réfléchir vite parce que je ne pouvais plus me retenir. Moi, j'ai dit, j'y vais. Pour l'expérience, j'y vais. Mais par contre, je choisis les toilettes qui sont les plus éloignées, les plus au fond, parce que je me dis, voilà, plus au fond, personne ne pourra passer, ne pourra traverser. Ouais. Et regardez, j'y vais. Ah, mais ça n'a pas empêché une dame passante de traverser tous les toilettes pour venir voir. Comme ça, regarder, passer sa tête. Pour venir te voir. Pour venir regarder s'ils étaient libres, ou est-ce qu'elle a vu que j'étais rentrée à l'intérieur, je ne sais pas. Ma belle-mère, ça l'a coupée, elle n'a pas voulu y aller, parce que elle dit non, on va trouver des toilettes ailleurs. Mais moi, je ne pouvais plus me retenir. Mais ouais, le fait de trouver ces toilettes sans porte, là, j'ai compris que vraiment j'étais ailleurs. Je me suis dit, bon, quand même, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Une autre anecdote aussi, par rapport aux toilettes, c'est des toilettes comme on connaît, avec la cuvette, mais avec les traces de pieds sur les rebords de cuvette. Parce que les Chinoises se mettraient donc à califourchon sur les toilettes, comme si elles étaient sur des toilettes turques. Parce qu'au début, je me disais, mais pourquoi il y a des traces de semelles sur la lunette des toilettes? Je ne comprends pas. Tu vois mon explication? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Oui. Non, je comprends. Ouais. Et là, voilà. Ah oui, c'est intéressant. Ok, donc les toilettes, c'est un sujet. En Chine, en tout cas, dans ce que toi, tu as vécu. Ça vole pas très haut, mes interventions, quand même. Mais si, ça vole très haut. Mais non, mais en même temps, je veux dire, faire pipi, aller aux toilettes, on en a tous besoin, donc ça fait partie de la vraie vie. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Du coup, vous faites 7 ans en Chine. Aujourd'hui, tu nous parles des États-Unis, on le disait. Comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis? Comment est-ce que cette opportunité s'est présentée à vous? Puis comment est-ce que vous avez eu envie justement de voir autre chose? Comment ça s'est passé? Donc 7 ans en Chine, Simon, il en arrive un petit peu au bout, au niveau boulot là-bas. Il y a moins de choses à faire. Il avait déjà fait des allers-retours aux États-Unis, où un collègue et un de ses responsables lui disait ça pourrait t'intéresser, tout ça. Le contrat en Chine, en fait, arrivait à sa fin. Et donc, Simon a quand même eu l'opportunité. On lui a proposé, est-ce que tu veux
Alors, je pense pas qu'on aurait pu rester en Chine, mais est-ce que tu veux rentrer en France ou est-ce que tu voudrais, pourquoi pas, aller aux États-Unis? On lui avait évoqué l'Inde, on lui a évoqué plusieurs endroits, mais vraiment, c'était de loin. Par contre, les États-Unis, ça revenait quand même assez souvent. Et nous, rentrer en France, on se disait, ouais, les enfants sont encore petits, pourquoi pas tenter l'expérience ailleurs? Et à partir du moment où il a dit ça, ça a été très, très rapide. Ouais, en 6 mois, pareil, en fait, et ça aurait pu être beaucoup plus rapide encore, mais c'était, je pense, une question aussi de température ici. Ils nous ont fait venir en avril, donc 2019, et pas plus tôt parce que c'est l'année où il y avait eu le grand vortex. Il avait fait un froid, mais je sais plus, moins 50. Alors, moi, je ne m'y ferai jamais à ce grand froid. Ouais, un peu C'était très, très extrême. Et justement, parce que elle se disait, on recrute Simon ici, on veut pas qu'il parte, on veut qu'il apprécie les belles températures, le beau temps du Wisconsin. On va le faire venir le plus tard possible, mais bon, sans que ce soit trop tard. Bon, on est arrivé fin avril. Il faisait doux, super. 3 jours après, nous, on était donc avec nos petites vestes, les petits tennis, voilà, vraiment en sandales. Il faisait plutôt doux. 3 jours plus tard, il a neigé. Ah, ok, bienvenue. Bienvenue dans le Midwest. Il faudra toujours se méfier et on était acheter des bottines et des gros manteaux parce que tout était en cargo, quoi. Tu connaissais, toi, les États-Unis avant de prendre cette décision de partir? Toi aussi, en fait, tu étais prête. Tu parles de ton mari, mais là, on parlait à toi, Cécile. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ce départ? Comment est-ce que tu t'y prépares? Est-ce que tu l'anticipes? Est-ce que tu t'en réjouis? Comment ça se passe? Ouais, je suis contente. Franchement, je suis plutôt contente. Et puis, les décisions, elles se prennent à deux, parce que je parle de Simon, mais c'est nous. Ça reste. Et puis, ça a toujours été nous, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne depuis 20 ans. Non, j'étais ravie pour lui. Et puis, je comprends qu'à un moment donné, quand je le voyais, il avait moins envie d'y aller. Et puis, je savais qu'il adorait l'entreprise. Il est entouré. On voit quand même qu'il porte beaucoup d'intérêt, et puis il a été super bien formé. Il est vraiment content et il se dit est-ce que ça te dit qu'on tente autre chose ailleurs? Et moi j'ai dit oui direct. Même si je savais qu'il fallait dire au revoir à mon tuk-tuk, à mon Aïe. C'est horrible de dire que je dis quand même tuk-tuk avant Aïe, mais et à la nourriture, parce que ça a été le choc aussi. Et du coup, tu connaissais, tu m'avais dit, tu connaissais les États-Unis avant de venir? Je m'étais arrêtée l'espace d'une nuit aux États-Unis. C'est fou. On avait eu une escale quand on est allé au Pérou. On avait eu des retards d'avion et tout ça, et donc on s'est retrouvés bloqués, oh là là, trop dur, à New York City. Et donc on était allé jusqu'à Times Square. On n'avait pas beaucoup dormi, et puis voilà. Donc c'est la seule fois où j'avais mis un pied sur le sol américain. Donc j'ai été impressionnée quand on y est venu une semaine tous les deux pour découvrir, parce que c'est vrai que par contre, quand il m'a annoncé qu'on partait aux États-Unis, je ne m'attendais pas à déménager à Kenosha, Wisconsin. C'était oui, c'est vrai qu'il y a un peu ces destinations qu'on retrouve beaucoup dans la presse, dans les podcasts d'ailleurs. Les destinations phares. Je sais pas, New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, etc. sur les côtes. Mais c'est vrai que dans les médias, on parle assez peu, et c'est pas l'envie qui manque, mais de ces États en fait qui sont un peu plus au centre des États-Unis, du nord au sud. Ouais. Du coup, justement, voilà, c'est l'occasion aussi. Est-ce que tu veux nous situer d'ailleurs le Wisconsin sur une carte des États-Unis pour ceux qui connaissent pas? Vous êtes à la frontière avec le Canada. On est à la frontière du Canada. On est là où il fait froid actuellement, j'ai envie de dire surtout. Non, on est dans la région des Grands Lacs. On est au bord du lac Michigan. Et donc, si on doit le situer sur la carte directement, c'est vraiment, je dirais, centre-nord, tout près de Chicago. Qui est donc la ville sur le bord du lac Michigan. En fait, ce qui est génial avec le Wisconsin, c'est que, oui, on se les pèle l'hiver, j'ai froid. Voilà, je suis une très, très grande frileuse, donc il fait froid, et encore, on nous dit encore aujourd'hui, c'est pas ce que c'était, ça a changé, j'imagine.
mais on a quand même de la neige. On a eu moins 30 il y a une semaine. Là, il fait moins 10. Il fait froid. Par contre, on a un été mais super. Super. Et l'été dernier a été très humide. D'ailleurs, on a eu une petite inondation dans notre basement. Donc ça, c'était notre sous-sol. Ça, c'était pas de chance. Mais sinon, l'été, du mois de juin au... C'est court, hein, par contre. C'est court. Mais du mois de juin à fin septembre. Et on a eu un beau mois d'octobre l'an passé. C'est ensoleillé. Il fait bon vivre, on est dehors pour les barbecues, les apéros. On profite justement de ces lacs pour se baigner, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et pas que le lac Michigan. Après, il y a plein j'appelle ça des ponds, parce que c'est tout petit à côté. Mais il fait bon vivre. Bon, par contre, l'hiver, c'est hibernation, quoi. Pour moi, personnellement. Et alors, comment est-ce que ça se passe, tes premiers moments? Alors, tu disais, tu arrives en petites chaussures, il neige au bout de 3 jours. Ouais. Mais tu arrives avec 2 enfants, du coup, presque en cours d'année scolaire aussi. Comment est-ce que ça se passe? Pour eux, l'année était finie. Oui, ça finit tôt aussi. Hein. Alors, ça finissait au mois de juin en Chine, parce qu'ils étaient dans une école franco-chinoise. Du moins, à l'époque, les étrangers n'avaient pas accès à des écoles chinoises. Donc, c'était forcément des écoles privées. Donc, Anna, qui sont partis, ils étaient petits. Hein, Anna avait juste 6 ans. Donc, elle n'était pas encore entrée en CP. Elle était en 3e année de maternelle. Et Adam, lui, avait à peine 3 ans. Donc, lui, il avait commencé sa première année de maternelle. Mais quand on leur a dit on partait, moi, j'étais pas trop inquiète en me disant on va faire plein d'activités, je vais les inscrire, parce que le truc, c'est qu'eux, ils ont baigné dans le français et dans le chinois. Mais ils n'ont pas du tout entendu parler anglais. Donc, il va falloir, d'ici la rentrée de septembre, faire quelque chose. Et les gens étaient hyper accueillants. On a eu des super voisins. On était dans un condo. On avait trouvé, donc, en amont, quand on est venu pendant une semaine, on avait trouvé un petit espace, il y avait une piscine. Donc, c'est vrai que l'été, on n'a fait que ça et les enfants ont joué. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir ces enfants qui réussissent à se faire comprendre les uns avec les autres sans parler la même langue. Et ce sont des éponges, et ce sont littéralement des éponges, parce qu'en quelques mois, ça se dit des mots, ça comprend qu'il faut... et puis même la parole par les gestes fonctionne très bien, et même à des si jeunes âges. Et ça, moi, je suis impressionnée. J'ai toujours été impressionnée, parce que je me dis, ils se débrouillent bien mieux que nous. Alors que nous, on parlait anglais, mais on est peut-être plus timide, on va pas forcément autant vers les autres, ou même ils étaient peut-être même plus timides que nous, les Américains. Dire, oh là, ils sont français, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter? Donc, il fallait réussir à faire ce geste, avancer vers eux et dire, je parle pas super bien, mais on va s'en sortir, quoi. Et eux, les enfants, il n'y avait pas de question. Ça joue, ça crie, ça se saute dessus dans l'eau et tout. Et ils ont découvert un jeu que je suppose tu connais, le Marco Polo dans la piscine. Ah oui. Mais Marco Polo, c'est pas anglais du tout, hein, mais ils se sont mis à jouer à ça. Et après, on va faire un autre jeu. Et les enfants écoutaient et ils buvaient les paroles. Et le jeu comme langage universel, c'est génial ça, comme vecteur d'intégration. En quoi est-ce que cette nouvelle expatriation, elle est différente des autres pour vous? Ou est-ce qu'elle est différente des autres? Elle est différente des autres parce que quand on était en Chine, on s'est toujours dit qu'on n'y resterait pas toute notre vie. Pourquoi? Je sais pas, on disait ça, c'est une expérience. Depuis 3 ans, on est propriétaire. Et malgré tout, c'est la première fois qu'on investit et qu'on se dit, on se pose et on prend quelque chose à nous et qu'on imagine le futur ici aux États-Unis. On imagine les enfants faire leurs études ici. Vous projetez beaucoup plus loin. Voilà, on se projette plus. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on vieillit? C'est possible. On devient plus sage. Et puis, les enfants grandissent. Et puis, ils nous font part aussi, quand on nous demande « vous rentrez en France ?» Mais non, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'avoue, c'est pas dans les plans. C'est pas prévu. Non. La France, les enfants le connaissent que pour les vacances.
Et ils sont contents. Ouais, ça, ils y ont Non, jamais vécu. Ils sont contents de rentrer chez eux. On rentre à la maison, on rentre à Pleasant Prairie. Et alors, tu m'as dit un truc quand on préparait cet épisode, tu m'as dit, si on n'était pas partis, on serait pas restés ensemble avec Simon. Ouais, bah, je pense. Fort comme, je pense, j'en sais rien. Mais parce que je pense que lui, il avait envie aussi de bouger, de découvrir des choses. Après, je te dis ça, j'en sais rien. Peut-être que notre amour aurait été plus fort, mais non, si j'avais décidé de rester près de ma famille et très investie par rapport à ma sœur et je pense qu'un jour mon père m'aurait dit c'est bon, fais ta vie, j'ai la mienne. Lui, il avait rencontré aujourd'hui ma marâtre. Je peux détester quand je dis ça. Ils faisaient leur vie ensemble. Je pense qu'il m'aurait dit fais ta vie. Mais ouais, je me dis peut-être que si j'avais été beaucoup plus têtue et que je m'étais pas décidée à dire il faut qu'on pense à nous, on ne se serait pas décidé à partir ensemble. Je sais pas de quoi l'avenir aura été fait, mais c'est forcément une réalité alternative. J'aime pas y penser. Je peux te dire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, mais parce que mais ça fait 20 ans et que ça va faire super gnangnan de dire ça. Ce que je ne suis pas du tout. Non, c'est que c'est mon pilier et je pense que je le suis aussi pour lui et aujourd'hui c'est nous et donc nous 4, même nous 5 parce que je n'ai même pas précisé qu'on a un petit chien depuis 2 ans. C'est mon meilleur copain. En fait, c'est bête ce que je dis, mais la situation aujourd'hui, c'est que ça fait 1 an qu'on est en attente de notre green card. Donc, on a changé de visa. Carte de résident exactement. Ça fait donc 1 an que Simon est sous visa, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un H1B qui va le mener à la green card, à la carte verte. Et moi, je suis en H4. Et donc, ça fait 1 an que je ne peux plus officiellement travailler, même si je n'ai pas... beaucoup bossé depuis qu'on est ici, mais j'ai fait plein de choses par-ci, par-là. Ça a toujours été ça, en fait. Moi, je pense que c'est mon histoire, c'est je suis une touche à tout, je fais des choses, je touche à tout, je travaille un peu partout. Apprenez-moi et je ferai aussi bien que je le peux. Et donc là, ça fait 1 an qu'on attend ça. Et donc, juste avant, ça fait 2 ans qu'on a le chien. Et je suis hyper contente d'avoir un chien. Parce que c'est fou comme ça remplit une journée ou que ça fait je suis bloquée chez moi, quoi. Je peux pas... Les enfants sont grands, ils sont à l'école toute la journée maintenant. Enfin, toute la journée. Ouais. Adam, il rentre à 2h30 de l'après-midi. Donc, ça fait une demi-journée, longue demi-journée. Ça passe vite. Ouais. La question que j'allais te poser, là, du coup, en gros, ça fait 15 ans, si on compte les voyages, les expatriations, etc., que tu es en mouvement. Si tu pouvais parler à la Cécile d'il y a 15 ans, ou même peut-être plus récemment, à quel moment de ta vie à l'étranger est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu te dirais ? Je changerais rien. Par contre, je dirais à Cécile... d'il y a 20 ans, que ça va décoiffer, quoi. Ce qui t'attend, t'es pas prête, tu n'y as pas pensé une seconde et pourtant ça va arriver. Il y a que du positif et puis que tout le monde va bien parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et allez, pour le spoiler alerte, Simon, il sera encore là. Il sera toujours avec toi. Donc voilà. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à dire à ce moment-là. Est-ce que aujourd'hui tu te sens justement enfin chez toi quelque part ou est-ce que tu t'imagines continuer à explorer le monde avec ton amoureux ? J'ai le droit de répondre les deux. Je me sens chez moi. Mais si l'opportunité se présente de nous dire allez, envolons-nous quelque part pour de nouvelles aventures et que ça peut apporter que du bon pour les enfants,
Bon, pour moi-même, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire par rapport aux enfants, ça reste hyper important. Pour eux, ouais, je dis banco, on vend la caravane. Allons-y, let's go. C'est l'Hermine ou la caravane pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est la cité de la peur. Écoute Cécile, je te dis un grand merci de t'être confiée à moi, d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite plein de bonheur, que vos projets du coup pour la résidence permanente se concrétisent rapidement et puis de continuer du coup à explorer le monde. Seul, en couple et en famille ou même entre amis. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. C'était génial. J'ai passé un super moment. Hop, Ah ouais. Et puis là, ça y est, c'est fini. J'ai les larmes qui montent en me disant mais pourquoi tu t'es foutu une telle pression ? Oh bah non. Non, c'est génial. Oui, et puis faut se détendre. C'est un plaisir de t'écouter aussi et d'écouter tous tes invités. Vraiment. Eh ben, merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Cécile pour ce chouette moment passé ensemble. Cécile, je sais que tu étais très stressée à l'idée de la diffusion de cet épisode, alors j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça super. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, à vous aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit en nous donnant des étoiles sur les plateformes de podcast, en parlant dans votre entourage ou encore sur les réseaux sociaux. Chacune de ces récompenses, je dirais, compte énormément pour nous, alors merci d'avance. La semaine prochaine, nous partons en direction du Colorado, mais aussi de Bordeaux. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et la culture du travail américain, si t'as pas en toi ce contrôle de toi-même, de ta passion, y a personne qui va te dire de ralentir. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie où mon corps était en train de lâcher. Et puis, quand même, voir les parents, les grands-parents, ça pourrait être sympa aussi, leur redonner une vie un peu plus posée. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi sur une ferme avec des animaux, le jardin et tout. Mais j'aime tellement la vie américaine que j'avais peur. Et elle me dit, mais c'est vrai que c'est moi qui ai dit ça. Je dis, franchement, je pense que si tu n'avais pas eu cet engouement de te dire, allez, on y va, et elle ne parle pas français. Et je me disais, c'est quelqu'un qui ne parle pas français, qui dit, allez, on essaye la vie en France, quoi. Et là, ça te donne des ailes. Tu dis, ok, allez, on y va. Allez. Cette fois-ci, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À très vite.